Je suis Omar Samaouli, je suis gérontologue, enseignant-chercheur. J'enseigne la gérontologie et les sciences médico-sociales sur plusieurs niveaux. Donc, j'ai le DU de gérontologie et puis il y a la licence professionnelle de cadre de vie et personnes âgées à l'Université de Lille également. Et puis à côté de cela, je suis à l'origine de l'Observatoire gérontologique des migrations en France, une structure que nous avons créée aux alentours des années 97. Et dans l'une des ambitions était de s'intéresser à ces questions de la vieillesse des populations qui n'avaient pas vocation à s'installer définitivement en France, parce qu'il s'agissait pour l'essentiel de travailleurs immigrés qui étaient là. Et au regard de ces pauses, devaient à un moment ou à un autre finir leur cheminement et puis repartir d'où ils étaient partis, ce qui était à la limite convenu, même tacitement, contractualisé en quelque sorte, entre aussi bien le pays d'accueil, c'est-à-dire la France, pour ce qui nous concerne ici aujourd'hui, et les individus eux-mêmes. Donc, dans la période des 30 Glorieuses, pendant les 30 Glorieuses, la main-d'œuvre immigrée était organisée avec les pays des missions, c'est-à-dire les pays d'origine également. Donc les recrutements se faisaient aussi sous le regard des pays d'origine. Puis bon, c'est vrai que l'histoire est là également et a fait que plus tardivement, des gens partaient individuellement à la recherche d'autres sources de revenus, l'envie de voir ailleurs ce qui se passe également. Mais toujours avec probablement, même lorsque cela n'est pas déclaré, ce secret espoir que j'irai retourner, ou je retournerai un jour ou l'autre d'où je suis parti. C'est-à-dire qu'il y a ces éléments-là qui ont toujours été présents. Donc vous voyez, donc c'est une partie, partie assez importante de l'histoire de France. Donc l'accueil des populations étrangères, ce qui a correspondu également à des phases de reconstruction, d'industrialisation donc, du pays. Et donc l'apport de la main-d'œuvre immigrée a été très déterminante. Alors, vous parlez de l'histoire de l'immigration et du travail lorsqu'on est gérontologue. Est-ce que c'est utile? Oui, parce qu'on a besoin de savoir d'où les gens étaient partis, avec quoi ils sont partis, avec quelles ambitions, quels projets, quelles attentes, quelle espérance, pour pouvoir parler aujourd'hui lorsque leur situation n'est plus à l'identique de celle qui était la leur lorsqu'ils étaient dans la force de l'âge, lorsqu'ils sont venus prêter main forte au développement et à l'essor économique de ce pays. Et bien aujourd'hui, nous avons des gens qui sont sortis donc, du circuit économique, du circuit de la production, et nous intéressent comme individus, tout simplement, cheminant vers la mort, tout simplement. Et par conséquent... Justement, du coup, vous pensez que ce mythe du retour là, dont vous parlez, c'est fini? C'est en train de se terminer? Alors, moi, peut-être que je fais exception, mais je ne sais pas si ce n'est point pour me distinguer un peu de ces tics de langage assez courants. On ne peut pas parler de mythe de retour, mais il y a eu des retours effectifs. Les migrations de travail, particulièrement dans ces périodes fastes, étaient à la limite orchestrées, organisées autant dans l'espace-temps que dans la tête des individus. Je pars avec un certain nombre d'attentes et d'aspirations, je réalise, et je me donne les moyens pour satisfaire ou répondre à ces aspirations et ces attentes, et je retournerai montrer ma réussite. C'est-à-dire que là, parler de mythe veut dire que finalement que les gens se sont nourris d'illusions. Or, ce n'était pas une illusion. Beaucoup de gens ont trouvé réponse finalement à leur labeur, à leur souffrance. Même si aujourd'hui, en bout de compte, on peut peut-être mettre dans la balance
d'une manière presque pragmatique. Est-ce que les gens ont été récompensés autant que ce qu'ils avaient investi et autant que ce qu'ils avaient apporté? Là, c'est une autre paire de manches. Donc, vous voyez? Alors, mythe du retour, l'expression me gêne dans le sens où il y a eu des retours effectifs. Et on peut parler de... moi, je dis, au lieu de parler de mythe du retour, je préfère parler d'une territorialité réinventée. À telle enseigne qu'on ne sait plus quand les gens sont dedans et dehors. On ne sait plus où est le pays d'origine, où est le pays de résidence. Je prends l'exemple des gens qui sont devenus pratiquement des éternels itinérants, traînant leur nostalgie de la France lorsqu'ils sont de l'autre côté et de leur pays d'origine lorsqu'ils sont en France. Voilà. Donc, à la limite, donc, ce ne sont pas des gens qui se positionnent à l'intérieur d'un quelconque mythe de retour parce qu'ils circulent, ils bougent, ils sont mobiles. Mais tout laisse à croire, peut-être que l'image qui irait mieux, qui s'adapterait plus à leur situation, pourrait presque se résumer dans cette figure de personnes ayant poussé les limites des frontières géographiques des pays où ils séjournent, où ils circulent. Donc c'est pour ça que j'utilise plus le concept d'une territorialité réinventée dans la tête des gens et qui est nourrie de leurs ambitions, qui est nourrie de leur nostalgie, qui est nourrie tout simplement de la manière dont ils se sentent bien ou pas bien dans les saisons, selon le climat, selon les tensions du moment. Lorsqu'il fait pas bon vivre dans tel endroit, ben on se retire du circuit pour aller se reposer ailleurs, et puis ainsi de suite. Donc vous voyez, j'en parle d'une manière positive, mais on pourrait presque, tout en étant très, très, très serein, dire que si on pousse la lecture de cette instabilité ou de cette mobilité, s'il est quelque part un facteur peut-être d'équilibre pour des gens qui ne peuvent plus vivre si ce n'est en ayant combiné ces séjours ponctuels, tantôt ici, tantôt là. Et si on poussait le raisonnement, on pourrait dire que cette instabilité dans laquelle un certain nombre se sont retrouvés aujourd'hui, au regard des difficultés que nous commençons à sentir, les tracasseries que certains connaissent aujourd'hui pour pouvoir rester quand ils le veulent, le temps qu'ils le souhaitent, toutes ces tracasseries qui sont venues, pourraient presque nous suggérer qu'ils sont aussi l'image de ce qui est une mauvaise insertion. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé son compte à 100% dans le pays de résidence, et par conséquent, on se rabat sur la source, sur le pays d'origine. Vous voyez, donc positivement, on peut dire non, les gens n'ont fait simplement que pousser des limites géographiques pour pouvoir être bien dans leur tête, dans leur vie, tout simplement. Et puis, si on le pousse ici, si on veut, mais se propose, se prête également à une autre analyse qui est celle, donc, tout simplement, de est-ce que cette mobilité ne peut pas être aussi ramenée à ce qui peut être une instabilité sociale, puisque les gens ne trouvent pas 100% leur compte, ni là-bas, ni ici. Parce que nous disons qu'on est parti de l'idée que, bon, je vais quand même réutiliser le terme, le mythe du retour est terminé, et que c'est une des raisons pour laquelle les gens, les immigrés ou les enfants d'immigrés vont vouloir se faire enterrer ici. Nous, on a pris ça comme étant une des raisons. Donc, je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Alors, j'irai pas très très vite en mettant dans une même équation le mythe du retour et les enfants et leur enterrement. Je dirais qu'avant même de comprendre la brutalité de ce temps fort qui est la fin de vie, il faudrait aussi passer par d'autres temps en amont qui sont un petit peu des éléments qui nous fournissent un peu des éléments d'explication sur qu'est-ce que les gens sont devenus dans l'immigration pour pouvoir comprendre. C'est-à-dire que c'est pas simplement, le problème ne concerne pas simplement les enfants, moi les enfants issus de l'immigration, parce que je refuse de décliner ces cohortes humaines en générations qui se suivent lorsqu'on est né dans ce pays et qu'on y a sa légitimité
on n'a pas à être décliné sous forme de processus générationnel. On est légitime et on est dans son droit. Et ce qu'on fait de sa vie est tout autant, j'allais dire, légitime. Hein. Donc on n'a pas ce ne sont pas des gratifications ou des petites, des petits avantages qu'on donnerait à ses enfants plus qu'à d'autres. Non, les gens sont entièrement dans leur droit et dans leur légitimité dans ces pays. Bien, ça c'est pour les enfants. Maintenant, c'est une question qui se pose aussi c'est à propos des adultes, parce que la question de la mort. D'abord, professionnellement, c'est vrai que quand travaillions sur la question de la vieillesse, nous savions qu'à un moment ou à un autre, il était presque évident qu'on allait s'intéresser aussi à la fin de vie et à la mort. La vieillesse n'est autre que l'antichambre de la mort, et que par conséquent, on allait à un moment ou à un autre être amené à nous y intéresser. Puisque je dis le nous, ce n'est pas un nous majestueux, c'est juste un nous collectif, parce que je pense que je ne suis pas le seul à avoir pensé la question. J'ai peut-être un tout petit plus sur les autres, c'est d'avoir persévéré à accompagner ce cheminement, à accompagner ce processus. Je n'ai pas fait de ce regard sur ces réalités humaines souffrantes, dysfonctionnelles, tout simplement une opportunité méthodologique quelconque, mais plus un combat d'une vie, un engagement, une réflexion intellectuelle d'une vie. Le processus dure depuis, ça fait plus de 25 ans que je m'intéresse à cette thématique, et je pense avoir un peu fait le tour de tous ces aspects. Alors, ce qui nous intéressait, c'était de voir dans le regard finalement de ces anciens travailleurs émigrés, c'était très important de voir quel regard ils jetaient eux-mêmes déjà sur leur mort probable à venir dans l'immigration ou ailleurs. Si c'était ailleurs, comment ils l'envisageaient, avec quel terme ils en parlaient, quelle inquiétude ou quelle précaution ceci appelle chez eux. Et si elle était envisagée dans l'Hexagone, comment ils faisaient face, avec quels termes ils nous renvoyaient leur regard sur cette fin de carrière, cette fin de parcours. Si je me suis arrêté sur ce cheminement, c'est parce que je savais pertinemment que les individus ne se déplacent pas comme des valises vides, mais viennent avec une culture, une identité, une religion, un savoir-être. Et tout ceci, ne serait-ce qu'à travers ce champ donc, qui nous interpelle, qui est celui de la question de la mort, était chargé de sens. C'est que les gens avaient une autre perception de la mort. La mort et tous les rituels attenants, donc concernant la manière dont il faut reposer en terre. Et puis, toute cette architecture, toutes ces représentations sociales, tous ces schèmes anthropologiques étaient mis en situation ou mis en difficulté dans l'espace migratoire. Et par conséquent, vous voulez voir un peu est-ce que les gens, comment les gens étaient susceptibles de gérer leur mort dans l'immigration, si elle advenait. Est-ce qu'ils avaient des exigences? Est-ce qu'ils avaient des souhaits? Est-ce qu'ils avaient des inquiétudes particulières? Et qu'est-ce qu'on renvoie la société d'accueil ou de résidence ou le pays qui devenait aussi le leur, pour y avoir passé une grande partie de leur vie, était capable d'entendre ou d'apporter comme réponse à ces inquiétudes qui avaient besoin d'être entendues également. Quelles sont ces inquiétudes justement dont vous parlez? Les inquiétudes sont d'un ordre. Alors, je pourrais peut-être un petit peu les sérier, sont de plusieurs ordres. Il y a des inquiétudes, on pourrait presque dire un petit peu subalternes, c'est-à-dire qui relèvent presque un peu de mécanismes sur lesquels on pouvait agir. Il y a des mécanismes, il y a des inquiétudes éthiques. Si on s'en tient à la population de confession musulmane, et qui constitue les grands courants migratoires de travail que ce pays a reçu, c'est-à-dire les gens originaires du Maghreb,
Maroc, Algérie, Tunisie, vous pouvez rajouter les autres pays un petit peu du bassin méditerranéen, du pourtour méditerranéen. Donc si on s'en tient simplement aux populations originaires des pays du Maghreb, ben, les inquiétudes sont de facturation éthique. Le regard sur la mort dans la tradition musulmane n'est pas du tout un regard laïque, n'est pas un regard aseptisé où la gestion de l'espace, où la gestion de l'événement est soumise à réglementation communale, mais elle procède d'abord d'une réponse à un certain nombre de critères religieux. Donc, entre autres, si on accepte la manière dont il faut accompagner le moment du trépas, c'est le repos en terre qui exige qu'on doit être enterré dans un cimetière musulman, on doit avoir une sépulture orientée vers la Mecque, on doit avoir une concession perpétuelle. Et ceci, lorsque la demande se faisait de plus en plus ressentir, s'est retrouvé confronté à la gestion donc, de la chose funéraire dans l'Hexagone qui, elle, procède donc d'une gestion laïque, réglementée, qui interdit donc finalement l'élévation d'emblèmes religieux et qui, surtout, hein, donc, ce sont les termes de la loi, fait que, alors tout le monde parle de la loi de 1905 comme quoi la loi de 1905 qui interdirait. La loi de 1905 stipule tout simplement qu'il n'était pas possible d'élever des symboles à l'intérieur des édifices publics, ce qui se traduit dans le cas de figure pour ce qui est de la question des cimetières musulmans, ne peut pas avoir de cimetière avec des panneaux pour les entrées. Voici cimetière musulman et autres. Donc les cimetières sont communaux, ils sont laïques, tout le monde doit pouvoir y être enterré. Bon, ça, c'est la gestion de la mort dans l'espace public, ici, dans l'Hexagone. Nos concitoyens de confession musulmane, eux, sont très regardants sur la possibilité d'être regroupés dans des secteurs qui permettent à minima, et donc je dis à minima, faute d'avoir des cimetières propres, musulmans, élevés dans l'Hexagone, parce que la demande est de plus en plus importante, et parce que l'éventualité de s'éteindre ici est plus évidente que d'aller s'éteindre ailleurs. Donc, faute de cela, les concitoyens de confession musulmane souhaitent une réponse de plus en plus ordinaire, dans pratiquement toutes les communes où il y a une forte représentativité de nos concitoyens de confession musulmane, de secteurs ou de parcelles qui leur seraient réservées et qui leur permettent finalement de pouvoir être enterrés donc, selon les rites musulmans. Donc les rites du repos en terre sont très très simples. C'est une sépulture orientée et à l'intérieur dans un espace où il peut y avoir donc des musulmans. C'est une demande qui est en augmentation, ça en ce moment. Nous c'est un peu ce qu'on a appris, c'est qu'il y a de plus en plus donc, de musulmans qui vont vouloir se faire enterrer en France. Est-ce que vous confirmez cette augmentation et comment vous l'expliquez? Alors, avant d'arriver à l'expliquer, c'est vrai que ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'il s'agit pratiquement d'une espèce de demande flottante. Hein, j'entends par demande flottante, c'est-à-dire que, à la limite, nous sommes aujourd'hui à la trace de qui la formule, et à quel moment elle est formulée, et par qui elle est formulée. C'est assez important. De toutes mes recherches sur le vieillissement, quand on est arrivé à de la partie des guides d'entretien ou des questionnaires consacrés, et la mort, est-ce que vous y pensez? Et où allez-vous mourir? Et où souhaitez-vous être enterré? Pratiquement, dans la plupart du temps, les gens disent chez moi. Chez moi, par référence à un pays d'origine. Et j'ai beau bricoler les questions, j'ai beau essayer donc de voir s'il y avait des alternatives à cela. Non, la réponse revenait systématiquement limpide, particulièrement par rapport à cette génération. Hein, je parle un peu des personnes âgées.
Et c'est compréhensible, c'est humain. Donc, c'est humain, il y a cette espèce de... Les origines sont tyranniques à un moment, et particulièrement on s'en rend compte avec la force de l'âge, avec la vieillesse, on se rend compte que la nostalgie des origines devient beaucoup plus prégnante et que les origines deviennent très très tyranniques, où il y a cette espèce d'appel à la terre. Mais il y avait comme ça, par sorte je ne sais pas si l'expression n'est pas malheureuse ou si elle est bien heureuse, c'est une espèce de clin d'œil au pays d'accueil en disant nous sommes capables aussi de reposer en terre ici si par bonheur nos attentes sont prises en compte. Et non seulement nos attentes seraient prises en compte, mais au regard aussi de la recomposition donc de la famille migratoire elle-même, qui compte aujourd'hui des hommes, des femmes, des enfants, des petits-enfants, regroupés, installés. Hein, donc il n'y a pas que les familles qui sont venues, il y a les familles qui sont créées ici dans l'Hexagone. Et que par conséquent, tout ce monde-là a vocation à partir nulle part. Ce que vous me disiez tout à l'heure par rapport aux jeunes, si je vous disais également, il me semble que cette thématique reste aujourd'hui flottante parce qu'on a du mal à cerner. Ce n'est pas une question de gens qui descendent dans la rue avec des banderoles, le volant des cimetières. Non, absolument pas. C'est-à-dire qu'il faut la pister. La mort est un enjeu énorme. Et ce qu'on peut déjà en dire, c'est qu'en fait, les morts, à la limite, eux, ne réclament rien, parce que tout l'enjeu aujourd'hui, ce sont les vivants. Ce sont les vivants, finalement, qui sont porteurs de cette exigence. Et que le mort lui-même, il est mort et il ne réclame plus rien pour lui. Ça, c'est clair. Et il me semble que ce n'est même pas dans le propos des jeunes générations que cette question ne semble revenir. Et on n'a pas beaucoup d'études non plus où on a posé la question. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu curieux d'ailleurs kikiner des jeunes de 16-17 ans, est-ce que vous allez mourir et où vous allez être enterré. Donc on ne le fait pas. C'est pas du tout... c'est pas un bon filon d'investigation. Mais que l'inquiétude est portée par les plus anciens lorsqu'ils sont un peu confrontés à ce dilemme et à ce choix. Mais on le voit qu'il y a un développement de plus en plus manifeste dans les différentes régions de France où les concitoyens de confession musulmane sont importants. Ça revient. Alors, est-ce que tout simplement pour répondre à une angoisse existentielle que les gens veulent la certitude qu'il y a quelque chose qui correspondrait pour ne pas mourir hors norme musulmane, ou est-ce qu'effectivement ils ont fait le pas de pouvoir se faire enterrer donc, dans l'Hexagone? Il y a les deux. Hein, il y a les deux appréhensions. Hein, donc il peut y avoir peut-être un peu les deux stratégies sont opérationnelles l'une pour l'autre. C'est-à-dire il y a à la fois, rassurez-moi que si jamais je suis surpris par une mort dans l'Hexagone, que j'aurai le droit à une place tout en conformité avec les us et coutumes de ma religion. Oui, donc peut-être il y a quelque chose de cette nature-là. Et puis il y a peut-être aussi des gens qui ont fait le choix ou qui ont fait l'effort de dire moi, ma fille et ma famille, l'histoire de ma famille se prolonge dans ce pays et que par conséquent, mourir dans l'Hexagone n'est plus une inquiétude particulière et que j'assume, comme j'assume le fait de continuer à vivre et à vieillir dans l'Hexagone. Donc, vous voyez, donc on peut trouver ces deux stratégies opérationnelles au même moment. La question qui se pose, ce n'est pas simplement au niveau de la perception ou c'est-à-dire un peu les prévisions que les gens mettent en place dans telle ou telle hypothèse. La question, elle réside encore dans ce qui est renvoyé aux gens comme démarche, comme réponse à ces inquiétudes-là.
dans l'histoire de la République, partant finalement de la loi 1905, et même je dirais pratiquement, puisque la question de la loi 1905 n'a fait que reprendre un peu ce qui a été décidé bien en amont, donc bien en amont, interdisant finalement des regroupements confessionnels. De telle sorte que ce qui est renvoyé aujourd'hui à nos concitoyens, ce sont des circulaires à minima qui laissent donc aux maires la possibilité, la largesse, la générosité, appelons ça comme on veut, d'octroyer au nom à ses administrés, s'il estime qu'il a une communauté musulmane importante dans sa commune, ou s'il a une demande pressante, de répondre favorablement au nom. Vous avez l'impression que c'est une demande justement qui n'est pas assez écoutée, que la demande elle existe, et vous avez l'impression qu'elle n'est pas assez prise en compte de la part des Elle ne l'est pas. Français. Elle ne l'est pas, et je dirais le traitement que subit cette demande, bien que flottante, allez, puisqu'on peut l'appeler ainsi, les réponses qu'on y apporte pourraient peut-être même quelque part soulever d'autres problèmes. Par exemple, moi j'en vois déjà deux, c'est-à-dire que laisser la circulaire ministérielle qui invite, envoyée par le ministère de l'Intérieur, par le biais des préfets, qui invite les maires des communes d'octroyer, si une demande émergeait de la communauté musulmane, introduit quelque chose de singulier, c'est-à-dire que de telle ou telle commune, vous avez cette commune, le maire il a une communauté musulmane assez importante, il va peut-être répondre, et vous avez dans une autre commune limitrophe un maire qui estime qu'il n'a pas grand monde et qu'il n'a pas à répondre. C'est-à-dire qu'on pourrait même craindre un processus discriminatoire d'une commune à une autre, ou des communes, même au niveau des grandes villes. Donc, vous voyez, donc ça peut se décliner autant en termes de petites communes qu'en termes de grandes villes, et où on y introduit d'autres considérations, des considérations politiques, des enjeux électoraux, et un tas de paramètres qui n'ont pas à gérer cette demande qui est extrêmement identitaire, extrêmement intime, et qui n'a pas à être soumise à des impératifs ou à un combat d'arrière-garde qui est d'une toute autre nature. C'est pour ça que je dis que si le législateur s'était emparé, parce que là c'est même ridicule quand même que de continuer à réfléchir de réfléchir sur des enjeux d'une société complètement diverse et avec une présence musulmane permanente de plus en plus importante, avec une logique de mesures prises il y a un siècle de cela, et qu'à la limite, c'est une aberration, et qu'à la limite, ce qui serait bien, c'est, oui, il faut entrevoir une brèche dans ces mesures législatives, de sorte que ces concitoyens trouvent leur place. Et puis on verrouille si on veut verrouiller. Mais en tout cas, on met de la place aux gens et on ne laisse pas les gens en borderline, c'est-à-dire on dérive à côté, en marge d'eux. Donc, puisque c'est-à-dire qu'on a l'impression que, non seulement ce que je vous disais à l'instant, non seulement il y a à craindre cette espèce de processus discriminatoire d'une commune à une autre, ce qu'on peut envisager. Là, par exemple, quand on regarde, par exemple, ce qui se passe en Moselle, en Alsace, où un droit concordataire est appliqué et que un cimetière labellisé musulman, même s'il est communal, a vu le jour, peut ne pas comprendre, est-ce que les immigrés qui vivent à Strasbourg sont plus légitimes d'avoir un cimetière pour eux que ceux qui habitent en région parisienne ou dans le sud ou dans l'Isère. Donc vous voyez, donc ça crée aussi une frustration. Est-ce qu'il faudrait que tout le monde soit enterré à Strasbourg, ce qui est inimaginable? Mais on pourrait faire en sorte que le législateur fasse un effort pas simplement de générosité là, dans cette affaire-là, mais un effort d'ouverture, de manière à ce que nos concitoyens qui sont aujourd'hui
des citoyens de plein droit dans ce pays puissent avoir des réponses concrètes à cette exigence. Le deuxième élément, si on n'y prenne pas garde, on pourrait, à la langue, voir émerger ce qui pourrait presque ressembler à un sentiment d'une minorité ethnique dans les aspirations, une sorte de minorité brimée dans ses identités. Vous voyez, donc même si nous sommes loin un peu de cette lecture en France, un peu une conceptualisation que nous n'utilisons pas, mais rien n'empêche que des gens puissent se considérer comme une minorité dont les droits sont bafoués, ne sont pas pris en compte. Or, à ma connaissance, la religion musulmane est la deuxième de France, et que par conséquent, il est temps que le politique, que la puissance publique se rende compte de cet anachronisme de continuer à regarder les gens à partir du prisme d'il y a un siècle, dans un monde tout à fait différent, hein, donc dans une logique sociologique tout à fait autre, qui n'a plus rien à voir, ne serait-ce qu'avec les années 50 ou autres. Je me suis retrouvé à raconter quelque chose il y a quelque temps, j'ai l'impression que en l'espace des deux conflits mondiaux, il a été fait plus par générosité, par reconnaissance envers tous les musulmans qui ont combattu pour la liberté de ce pays, pratiquement en un siècle de paix et d'abondance économique. Vous voyez, c'est assez curieux. Quand on regarde les éléments d'histoire, les officiers de l'armée française qui avaient des compagnies d'engagés musulmans à côté d'eux étaient extrêmement attentifs, extrêmement vigilants à pratiquement tout ce qui touche leur identité religieuse. Tout était observé à la lettre et dans une façon qui laisse pratiquement surpris en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, et c'était un autre temps. C'était un temps de guerre, c'était un temps où à la limite on aurait pu penser que les gens n'avaient pas le temps d'avoir ça à la tête, n'avaient pas à réfléchir à cela. Eh bien non. Il y avait énormément, les gens pouvaient observer leurs prières, pouvaient être enterrés selon leurs rites, on pouvait même permettre à leurs compatriotes de même confession de célébrer les prières de mort, et tout ceci sous le regard bienveillant et attentif des officiers de l'armée française. Donc c'était en temps de guerre. Et alors nous, en temps de paix, en un siècle de temps, on n'a pas été fichus. Donc finalement, trouver une brèche, une ouverture, de sorte que c'est la deuxième religion de France puisse trouver sa place le plus normalement. J'ajouterai que ce qui est intriguant aussi, c'est que la France est hors la loi, au regard finalement de la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que certains de ces articles, notamment je crois que c'est l'article 14 qui stipule la liberté d'exercer sa religion, son culte, aussi bien dans l'espace public que privé, doit être aussi prise en compte, sauvegardée, respectée. La liberté de conscience, on va dire. Ce n'est pas le cas. Et on a l'impression que finalement, cette reconduction de ces circulaires à répétition d'une période à une autre, d'une législature à une autre, ne fait finalement que masquer au regard finalement de ces engagements européens du pays et par rapport finalement à la non-réponse à ces attentes. Donc vous voyez, donc, il y a une espèce de... C'est un magma, une espèce de... C'est à peu près, mais c'est assez curieux parce que j'ai l'impression que c'est à peu près l'état dans lequel j'ai trouvé la question du vieillissement il y a quelques années de cela. Ça partait dans tous les sens, ça foisonnait dans tous les centres. Ceux qui disaient non, moi je vais rentrer chez moi, non, moi je vais vivre ici. Ceux qui disaient non, moi je n'irai pas dans une maison de retraite. Et puis l'absence de mesures, et puis les discriminations qui étaient là en termes d'accès à des prestations. Puis alors tous ces éléments-là étaient opérants, étaient opérationnels, et puis petit à petit il fallait les assainir.
Il a fallu les neutraliser, il fallait les combattre. Et ça ne s'est pas fait simplement par générosité du législateur, mais ça a été obtenu auprès de combats, auprès d'engagement des citoyens, pas seulement que des citoyens immigrés. Il y avait aussi énormément de Français qui étaient épris de justice, qui étaient épris de défendre les droits de ces concitoyens, qui sont montés au créneau. Et c'est grâce à tous ces combats que le législateur est revenu sur un certain nombre d'éléments qui étaient discriminants. J'ai l'impression que sur ce terrain-là aussi, sur ces questions finalement de où reposer en terre et dans quelles conditions peut-on reposer en terre, ça va être encore un combat et que finalement que nous aurons encore à attendre de nombreuses années avant de voir des réponses claires et nettes à ce niveau-là. Pardon. Et comment vous expliquez juste ceux qui souhaitent se faire enterrer ici? Selon vous, pourquoi est-ce qu'ils décident? Est-ce que c'est un symbole d'enracinement, d'intégration? Comment vous expliquez leur choix? Alors, je vous ai dit que finalement, bon, il y avait cette perception qui était flottante, mais j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est pour faire plaisir aux politiques, dire que c'est un processus d'intégration. Non, donc ce concept nous a tellement été désubstantialisé que je ne l'utiliserai pas. Je dirais que simplement, oui, le concept qui irait mieux, c'est peut-être celui que vous avez utilisé, celui d'enracinement. Donc un enracinement finalement dont on n'a pas mesuré l'impact. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensaient que finalement l'immigration était un temps fort, mais un temps qui n'allait pas avoir de conséquences de transformation irréversibles, ni sur sa façon de vivre, ni sur sa façon de penser, ni sur sa façon de consommer. Vous voyez, donc on pensait que pouvoir neutraliser les effets de l'immigration sur soi. Mais on se rend compte qu'effectivement, au prix d'une longue présence dans l'Hexagone, que l'enracinement était beaucoup plus profond et que par conséquent, je dirais qu'en fait, c'est pas parce qu'on s'est enraciné, c'est pas parce qu'on s'est intégré que finalement on a dit à la France, oui d'accord, je vais mourir ici. Je pense que parce que, tout simplement, on s'est mis en paix avec soi-même. On n'est plus porteur on a peut-être un petit peu domestiqué cette tyrannie des origines, qui faisait que tu es parti de quelque part, tu dois y revenir pour y reposer à jamais. C'est-à-dire que probablement, c'est beaucoup plus fort qu'un processus d'intégration. C'est beaucoup plus profond, puisque l'enjeu, c'est pas un enjeu c'est pas un enjeu externe aux individus, mais c'est un processus interne. Vous voyez, donc c'est un processus interne. C'est lorsque les gens se sont mis en paix avec eux-mêmes qu'ils ont accepté de reposer à jamais. Et surtout, parce que vous voyez, donc c'est un temps très très fort. Donc c'est le seul moment, moi, de toute ma carrière, c'est peut-être l'un des rares moments auxquels les gens sont extrêmement attentifs. Mourir tout en étant en conformité avec sa religion, avec ce qu'on a toujours connu dans les pratiques culturelles, sociales, célébrant donc la mort. Même ceux à qui je ne connaissais plus de pratiques cultuelles flagrantes, faire la prière, le carême et tout ça, il était extrêmement difficile de ne pas les entendre dire « Je veux finir mes vieux jours musulmans et je veux que vous vous occupez de moi comme tel ». Une espèce de certains diraient, les gens réintègrent le bercail après des écarts, mais une sorte de fidélité non maîtrisable qui s'impose. Alors la concession, elle est énorme, c'est que les gens ne vous disent plus non, faites-nous la promesse de nous renvoyer quelque part, de nous transporter quelque part. Mais dire simplement, je veux mourir comme tel. Je veux mourir en conformité, en restant un petit peu proche donc, de cette identité qui est toujours
qui a toujours été la mienne. Je suis en train de réfléchir sur autre chose. Il n'y a pas d'excommunion dans la tradition musulmane. On peut être maudit, mais rarement excommunié. Vous voyez, donc la culture musulmane n'exclut pas, on ne rejette pas les siens. Et justement, quelle est la place de la mort dans la culture musulmane? Et honnêtement, c'est vrai que c'est un paradoxe. Pour tous ceux de ma génération, même les plus âgés que moi, ceux qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée, on n'avait pas de théorie particulière sur la mort parce qu'elle était présente dans la vie de tous les jours. Elle était là avec nous, évoquée sans inquiétude particulière, gérée sans atrocité. Vous voyez? Et je donne quelques indices. Des fois, je raconte que dans mon enfance, je suis passé par l'école coranique. Alors, c'est l'équivalent de la maternelle ici. Alors, les écoles coraniques, généralement, les maîtres d'école sont des petits lettrés. Et donc, c'est eux qui, finalement, font office de laveur des morts. Donc, vous voyez, le pompe funèbre chez nous, c'est ça à une camionnette de transport. Encore que dans les villes comme Fès, par exemple, je suis originaire du Maroc, comme une ville comme Fès, dans la Seine-Médina, les gens sont transportés à dos de bénévoles, de volontaires. Et donc, moi, j'ai grandi dans une école coranique où l'espèce comment on appelle ça, donc l'espèce on appelle ça c'est une planche en bois qui fait office de brancard, qui fait office de brancard et de table sur laquelle on réalise la toilette mortuaire. Elle était dans notre dos, parce que la salle de l'école coranique, c'est une grande pièce, et au fond de la salle, il y avait cette espèce de grande planche, qui est un rappel permanent à la mort. Et quand il y a un décès dans le quartier, eh ben, nous, on était gratifiés, parce que c'est nous, les enfants, on allait porter la planche dans la maison des endeuillés, pour que le maître irait après la leçon effectuée, donc finalement, donc vous voyez, donc elle était présente, et elle est présente dans le discours socioculturel. C'est-à-dire qu'elle est invoquée régulièrement de sorte, donc, je dirais presque aseptisée d'une certaine manière. Elle n'est pas en tout état, elle n'est pas génératrice d'une angoisse ou d'une inquiétude particulière. Chose que, probablement, l'immigration, l'exil, ont perturbé, de sorte que envisager la mort au loin est devenu une inquiétude. Chose que ne passe pas sa journée au Maroc ou à l'Algérie ou en Tunisie à penser « Oh là là, je vais mourir, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous ?» Mais non. Mais mourir dans une situation d'étrangeté parce que ce qui vous est renvoyé sur votre identité religieuse, sur vos attentes, sur vos exigences rituelles, on vous met en garde qu'ils ne seront pas respectés. Là, oui, vous avez toute raison d'être inquiet. Donc voilà un petit peu. Alors donc le regard sur la mort dans la culture musulmane est un regard extrêmement pacifié, serein, chose que la situation migratoire a battu en brèche, et de sorte que, oui, aujourd'hui, c'est un enjeu. Alors là, aujourd'hui, vous voyez, il faut pratiquement travailler sur plusieurs registres, travailler en accompagnant les gens de manière à les apaiser, à les réassurer sur ce qui, si d'aventure, il leur arriverait de s'éteindre dans l'Hexagone, ils seraient accompagnés, ils pourraient avoir le droit à possibilité d'être enterrés comme ils le souhaitent, conformément aux normes de leur tradition religieuse, mais il y a tout un travail aussi à faire à côté, de manière à faire évoluer la législation et faire de la place à des concitoyens qui n'iront nulle part, parce qu'ils sont chez eux. Et là, à la limite, si vous voyez, depuis tout à l'heure, nous parlons tout simplement, moi j'appelle les pièces rapportées, parlons de tous ces gens venus d'ailleurs, mais les gens qui sont venus de nulle part, et qui sont de confession musulmane, et qui sont ici. C'est une absurdité de vouloir leur dire, de les priver d'un droit élémentaire et de leur dire d'aller se faire enterrer ailleurs. Nous avons des concitoyens de confession musulmane qui sont nés ici. Et ce n'est même pas les enfants issus de l'immigration. Nous avons par exemple les convertis. Nous avons des gens, donc finalement, qui ont épousé l'islam
à un moment ou à un autre de leur parcours, ce qui est complètement leur droit le plus légitime, nous ne nous en mêlons pas. Mais nous regardons simplement leur situation un petit peu singulière, dans un pays où ils sont nés, où ils y ont vécu de génération en génération, et qui sont aussi demandeurs, au même titre que ces concitoyens de confession musulmane qui ont duré très très longtemps. Donc il est pratiquement nécessaire que la législation s'en trouve à un moment ou à un autre pour faire de la place à ses concitoyens, et puis ce qui permet quand même de montrer quand même que ce pays tient compte du fait que la deuxième religion pratiquée par ses concitoyens est l'islam. Et en France, est-ce qu'il y a un marché de la mort musulmane actuellement qui serait contraire du coup à l'éthique musulmane justement? On disait finalement tout à l'heure on parlait de ces différentes au fait des évocations diverses ou un petit peu ces nouvelles situations auxquelles l'individu a été confronté. Il y a donc tout ce qu'on a vu, la discrimination, le risque, le risque d'une discrimination lorsque seuls les maires pouvaient décider ici ou là, le sentiment de minoritaire. Et puis il y a cet élément-là aussi qui est, pratiquement tous ceux qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée sont effrayés par cette espèce de monétarisation. La mort est un marché, un business, et cette logique mercantile, beaucoup de gens ont du mal à s'y faire. De l'autre côté de la Méditerranée, la mort est un temps fort où pratiquement, j'allais dire pratiquement, le moment où vous pouvez voir mise en exergue, mise en relief, la solidarité informelle dans toute sa splendeur. Et il suffit de quelques dirhams ou de quelques dinars, diraient les autres, pour reposer en terre à jamais, sans aucune inquiétude de reprise de concessions et autres. Mais quand on envisage cette perspective dans l'immigration, on se rend compte qu'effectivement, la mort ici est un marché, les pompes funèbres c'est un commerce très florissant, et puis qui a su très très opportunément infiltrer finalement cette inquiétude et en y apportant un certain nombre donc d'éléments qui sont susceptibles donc de répondre à des entre guillemets à des besoins. Mais enfin quand même ce ne sont que des besoins mercantiles. La plupart de ces objets, la plupart des choses qui sont commercialisées aujourd'hui, ce sont simplement donc finalement des choses utiles qui n'ont aucune valeur ni spirituelle, ni éthique, ni philosophique. Et plus dangereux même. Plus dangereux, ce qui nous est donné à voir aujourd'hui, c'est une difficulté qui est à gérer et qui se traduit pratiquement dans ces termes. Le chagrin et la ruine. Chagrin d'une perte d'un proche, chagrin, donc perte d'un enfant, d'un conjoint, tout ce que vous voulez. Et la ruine, c'est aussi le coût de la mort qui n'est pas gratuite, qui ne peut pas être réglé juste par quelques dirhams ou quelques euros, mais qu'il faut acheter une concession, il faut payer un cercueil. Et donc finalement, c'est cette espèce de caractère dépensier qui inquiète les gens et qui fait que finalement, on ne s'y retrouve pas encore. C'est pour ça que je vous disais finalement, c'est une perception. Autant on est prêt à faire des concessions et dire, bon, ben, c'est pas grave, maintenant les enfants sont là, les petits-enfants sont là. Et puis à côté, on dit, on va quand même en est où? Vous pouvez aujourd'hui, là, c'est une culture que nous avons aujourd'hui à l'Hexagone. Nous dans nos sociétés industrielles, ce n'est même pas spécifique à la France, cette histoire-là. Nous sommes déchargés sur les professionnels de notre mort ou en devenir. On meurt de plus en plus entre les mains de professionnels. Les lieux de la mort se sont déplacés, donc on meurt de moins en moins chez soi, tranquillement dans son lit, mais on meurt de plus en plus entre des mains de professionnels, de soignants de toutes sortes, et puis bon, après, donc, on passe entre les mains de ces professionnels
donc de marché de la mort. Donc vous voyez, donc c'est cette espèce de décalage un peu aujourd'hui. Donc c'est une évolution des sociétés industrialisées qui fait que finalement aujourd'hui on peut commander un enterrement sans mettre les pieds dans un cimetière. Est-ce qu'il y a des conditions indispensables pour se faire inhumer ici, donc pour les musulmans? Est-ce que ces conditions sont suffisamment prises en compte, selon vous, par les pompes funèbres notamment? Les conditions sont très simples. D'abord, il y a les conditions, puis en même temps, je me donne l'occasion aussi de vous dire que les concessions que les gens ont faites. Les conditions, c'est une sépulture à même la terre, dans un secteur regroupé entre populations musulmanes. Les concessions faites par nos concitoyens de tradition musulmane, c'est donc des lieux de sépulture, faute d'autres choses qui sont partagées, mais où donc on dispose de ces secteurs de regroupement. Le deuxième, si la tradition veut que les individus peuvent être enterrés à même le sol, c'est-à-dire poussière, tu redeviendras, donc avec juste un linceul, les gens savent aussi, les gens se conforment à l'interdiction qui fait que nul ne peut reposer en terre si ce n'est dans un cercueil. Et voilà, les gens ont fait des concessions. On fait des concessions de manière un peu à rentrer dans le moule, mais c'est vrai qu'en contrepartie, on ne voit pas grand-chose qui leur est proposé. Donc vous voyez, donc là, est-ce que pratiquement personne ne peut être enterré sans un cercueil dans l'Hexagone. Donc c'est la loi. D'accord? Et donc les gens sont rentrés dans cette logique-là. Il aurait pu en être autrement. S'il voulait partir ailleurs, et même ailleurs, c'est plus possible, parce qu'à partir du moment où vous déplacez un corps et qu'il est plombé, vous n'avez plus le droit de l'ouvrir, et que par conséquent, voilà. Donc à la belle, cette question, elle est réglée. Maintenant, est-ce qu'on y répond? Non, on a dit insuffisamment. Je pense que c'est une thématique. Vous savez, on ne peut pas traiter d'une problématique qui est extrêmement existentielle, extrêmement sensible, extrêmement identitaire, par l'entremise de la réglementation à froid, d'un administratif, où on parle des aspects réglementaires et on fait mine de ne pas entendre les attentes ou les singularités ou les demandes extrêmement spécifiques que les gens nous renvoient. Vous voyez? Donc les rémétismes ou j'allais dire la surdité dont le politique montre aujourd'hui est inquiétante et pourrait à la limite extrêmement dommageable. Pourquoi? Parce que je crois qu'elle aurait été plus sain d'offrir aux jeunes générations plutôt l'image d'une société qui a compris sa diversité et qui permettrait presque... Vous savez que on ne peut... Moi, vous parliez tout à l'heure des processus d'intégration, même si le mot un peu m'inquiète, je dirais qu'on ne peut se poser définitivement dans un pays que lorsqu'on a accepté aussi d'y avoir une sépulture. Et là, regardez le cheminement par rapport à des populations de confession musulmane qui acceptent dans une terre non musulmane, mais qui est devenue une terre d'islam, par contre, qui ont accepté d'y élire une sépulture. Et donc, on ne peut, parmi les conditions de pouvoir se poser définitivement, de manière à pouvoir se fabriquer une mémoire collective, il y a quelques éléments, il y a comme ça quelques impératifs, et entre autres, l'appropriation du sol. Alors, c'est un facteur déterminant et d'enracinement. Et les jeunes générations ont besoin de qu'on pose définitivement et tranquillement et en paix leurs aïeux pour pouvoir se construire dans ce pays. Sans quoi nous avons comme ça, des individus qui sont tout le temps encore en recherche de compléments de mémoire, de compléments identitaires qui est encore à venir. Donc je pense qu'il serait salutaire que l'on y prenne garde à toutes ces imperfections, à tous ces titillements qu'on exerce, à toutes ces manières un petit peu excessives dont on s'empare de ces
de ces revendications extrêmement identitaires, extrêmement intimes. Hein. Donc, le problème là, les gens ne brandissent pas des drapeaux de l'islam, mais disent nous voulons, je suis né musulman, j'ai vécu musulman, je souhaite être reposé en terre musulman. C'est un droit le plus absolu. Je crois qu'un chrétien dirait la même chose, je le défendrai. Et quelqu'un de confession juive le dirait, je le défendrai également. Je pense que moi je vois ça non pas comme l'hégémonie d'une éthique religieuse, mais je vois ça en termes d'individu. C'est le seul moment où on est confronté à sa propre destinée. C'est le seul moment où on ne revendique que pour soi. Et que, à ce titre-là, il est complètement... il est nécessaire que les sociétés, que dans ce pays, on puisse mettre terme à ces inquiétudes permanentes. Vous pensez qu'on y arrivera quand même? Ah oui. Vous avez oui. espoir? Bien sûr. Vous savez qu'il y a longtemps de cela, quand j'ai commencé à travailler sur les questions du vieillissement, tout le monde me dit, vous pensez quand même que vous allez arriver à quelque chose? J'ai dit, moi j'ai toujours fait de l'optimisme un carburant et ça n'a pas été démenti. Aujourd'hui, par exemple, ces questions autour de l'avancée en âge, autour de la retraite et de la vieillesse dans l'Hexagone sont en passe de devenir un peu plus habituelles. C'est-à-dire, à la limite, leur visibilité dans le champ social ne dérange pas ou ne provoque pas autre mesure de difficultés particulières. Et je garde bon espoir également que cette revendication identitaire très forte puisse aussi trouver son cheminement et que ce pays montre que le sens du vivre ensemble, que l'intérêt que ces concepts forts de l'équité, de la solidarité ne sont pas que des mots vains, mais qu'ils ont finalement une assise. Et que nous sortons de ce que quelqu'un, comme Larocque parlait de l'arrogance innocente des sociétés qui fait peu de cas finalement de tout ce qui est différent, mais qui nous permettrait finalement donc d'agir et de faire en sorte que chacun de nos concitoyens trouve sa place.